Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du moteur de la Polo WRC. Pour mémoire, sur l'épisode précédent, on a diagnostiqué la panne, un piston fondu sur le cylindre numéro 1. Le client a décidé d'optimiser sa préparation et un stage 3 avec un moteur forgé. Il y en a qui vont l'appeler le stage 4 ou pas. Les gars à l'atelier, ils ont mis le moteur à nu, complètement déposé. Donc là, on est juste sur le bloc moteur, le bloc qu'on va envoyer directement chez un usineur pour usiner les cylindres. Je vais vous expliquer tout de suite après les pièces qu'on a choisies, mais on a besoin d'usiner les cylindres, de faire un plan de joint propre, peut-être de le repeindre ou de le nettoyer complètement. Ça, c'est sur la partie bloc moteur. On en parlera un peu plus tard. La partie culasse aussi, complètement mise à nu. Il nous reste à démonter les soupapes, les ressorts, les coupelles, mais on va l'emmener comme ça chez notre usineur. Il va nous faire un plan de joint, il va tester l'étanchéité de la culasse, et puis après, on va remonter des pièces neuves. Venez voir tout ce qu'on a commandé pour la voiture. Merci à NSB Concept qui nous aide sur le projet, qui a finalement un petit peu changé les pièces qu'on avait initialement décidées. Il travaille avec une marque de pistons, il travaille avec JE. Moi j'ai toujours monté des pistons JE d'ailleurs dans mes précédents moteurs. Mais là il nous a fait une config complète. Voilà les pièces qu'on va monter sur le véhicule. Piston forgé, bielle forgée, visserie RP, bas moteur, haut moteur, soupape, ressort, clavette Supertech. Ça c'est pour la partie haut moteur. Joint de culasse renforcé, cométique. Il nous a aussi envoyé un petit peu de plastigauge, ça c'est pour faire tous les jeux de fonctionnement. Il faudra bien suivre à ce moment-là dans la vidéo, les amis, le jeu de fonctionnement au niveau des coussinets de bielle, de vilebrequin. C'est important, c'est même super important. Il va nous manquer quelques pièces constructeurs sur la table. Là c'est vraiment les pièces qui servent à optimiser la fiabilité du bloc. Typiquement un piston forgé, c'est un piston qui est plus solide, plus léger. Je les teste, Augustin, arracher les boîtes. Ça va, je l'ai pas abîmé. Avec des axes de piston plus gros. T'as déjà vu un piston forgé, Augustin ? C'est vrai que c'est du contenu qu'on filme pas ou rarement chez nous, les amis. Les moteurs forgés, on en a fait quelques-uns, surtout pour nous, à titre perso. Le moteur de la Golf 4 R32, par exemple, une S3, une Supra. Johan, il a fait pas mal de choses. Mais on a rarement fait du contenu autour parce que c'est des prestations qu'on ne propose pas beaucoup à nos clients. Mais là, à ne pas faire tomber, hein, Augustin. À regarder bien nickel. En gros, on avait besoin de commander les pistons avant d'usiner le bloc. Il y a une cote à respecter. Je vous ai pas passé les étapes et on va pas vous passer les étapes de contrôle du bloc. Donc on a contrôlé l'ovalisation du bloc. Il a fallu commander des pistons avec une cote réparation. Il y a un petit peu d'ovalisation, mais ça va passer avec des pistons cote réparation. Donc quand on dit piston cote réparation, le piston forgé que j'ai dans les mains, il est un peu plus gros que le piston d'origine. Si on essaie de le rentrer comme ça, voilà, il rentre pas. Donc là, il faut passer par un usineur. Il vient usiner les puits à la bonne cote en ajoutant aussi le jeu de fonctionnement. Finalement, dans l'assemblage d'un moteur forgé, je pense que c'est une des étapes les plus critiques, l'usinage des puits et surtout la métrologie du bloc. Donc métrologie, on vient prendre toutes les cotes dans les fûts, sur les coussinets de bielle, de vilo, la flèche de vilo, le jeu axial et radial du vilebrequin. Voilà, il y a tout plein d'étapes. Mais là, il y a plein de chaînes YouTube qui recensent ces étapes-là. Si on vous met étape par étape, on est parti pour 8 heures et cette vidéo, elle va être chiante. Donc on va essayer de ne pas la faire chiante. Je vais prendre le bloc et je suis parti chez mon usineur. Bon les amis, on est rendu à Chambray-les-Tours. J'ai enfin reçu le coup de téléphone de l'usineur. Chambray-les-Tours, c'est au sud de notre société, la société Perron & Guay, donc qui usine des moteurs depuis des années et des années. On va aller voir José qui va nous présenter l'entreprise et qui va nous montrer ce qu'il est en train de réaliser sur le moteur de la Polo. C'est parti. Salut José. Bonjour, bon ça va. Bon, le coup de téléphone, j'étais pressé de l'avoir celui-ci. D'accord. Autant dire que mon moteur de Polo, j'ai envie de le remonter quoi. Bien. Bon, je présente donc un peu l'activité chez Perron & Guay. Donc ici, c'est la réception atelier. Quand on reçoit la culasse ou ce qu'il y a à faire comme travail, on voit après par la suite. Sur les culasses, la première intervention… Attends, arrête, il va trop vite José. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Perron & Guay ? 42 ans. Incroyable ça, 42 ans de carrière. En fait, tu vas faire toute ta carrière chez le même employeur. Pratiquement, c'est quoi, c'est une société familiale Perron & Guay ? Toi, tu connais l'histoire, tu peux nous la faire. Voilà, il y a eu 2-3 gérants, j'ai eu 2-3 gérants à faire depuis le début. Moi, je suis rentré en 83, donc jusqu'à présent. Bon, j'ai été absent pendant 2 ans. J'étais même pas né qu'il bossait déjà ici quoi. Toi aussi, alors Augustin, moi encore moins. Lui les années 2000, alors tu vois l'histoire. 2001. Voilà. On fait tout ce qui est la rectification de culasse, la rectification des blocs cylindres et tout ce qui est partie moteur. Et ils ont développé aussi d'autres activités avec l'injection, avec le contrôle des poids lourds, donc tout ce qui est la partie tachygraphe et tout ça, avec SEC, c'est ça ? Oui. SEC. Et puis on fait tout ce qui est usinage aussi en commande numérique ou en traditionnel, suivant le travail. Le métier il a évolué au fur et à mesure du temps. Est-ce que toi t'es passé à la numérique ou… Non, on a toujours fait non parce qu'après chaque poste a quand même une activité qui reste quand même assez indépendante. Alors tu as commencé maîtriser quoi. Tu as commencé comment dans l'entreprise ? Moi j'ai commencé quand je suis arrivé, j'ai commencé donc à faire tout ce qui était du réalisage et de la culasse. Donc on est je suis là pour ça aujourd'hui quoi. Voilà. C'est exactement ça. Et après non, t'as jamais voulu
voulu passer au numérique Non, parce qu'on avait des collègues qui faisaient ce genre de travail. Ok. Et bon, après, en remplacement ou autre, on peut se permettre, mais après, il faut avoir l'habitude, il faut connaître les machines. Alors ici, je vois que des machines côté moteur, là, de ce côté-là. Si tu peux après vite fait nous présenter ton atelier, je vois que des machines un peu anciennes. Oui. Finalement, la commande numérique dans la réflexion moteur, est-ce que c'est utile? Non, c'est pas très utile parce que la commande numérique, c'est pour faire de la production, de la série, et nous, en partie moteur, on n'en a pas. Nous, c'est très très rare qu'on fait deux moteurs qui se ressemblent. On va faire du petit cylindre, du monocylindre, un bloc 6 cylindres, comme un 4 cylindres, on n'a jamais les mêmes diamètres, jamais les mêmes blocs. Oui, il n'y a pas de répétabilité. Ça ne nous sert pas d'avoir de la commande numérique. Ou la commande numérique, ça va être pour les mecs qui vont préparer par exemple des sièges de soupape, qui vont préparer des conduits ou qui vont venir faire des balles de golf. Nous, comme les sièges de soupape et tout, on les fait faire en commande numérique. Ah, vous les faire faire Voilà, on les fait faire en commande numérique. Bon, alors vas-y, présente-moi, après- fais-moi le tour de l'atelier. Voilà. Là, on va aller à ce qu'on appelle l'éprouveuse de culasse. Ok. Donc l'éprouveuse de culasse, ça consiste à prendre la culasse, boucher, C'est chaud ce truc-là. boucher tous les trous d'eau. Ok. Si on prend par exemple une culasse comme celle-ci. Donc l'épreuve, ça consiste à boucher tous les trous qui sont ici sur le plan de joint. Ok. Donc là, vous les bouchez quoi, avec une plaque et un joint? Des joints de D'accord. caoutchouc. Ok. Boucher tous les trous et les conduits qu'il y a sur les côtés. Ok. Et une fois que la culasse elle est toute bouchée, on la met donc sur l'éprouveuse ici. On y met ces patins là justement suivant la taille du trou qu'il y a pour l'étanchéité. Ok. Et on fait immerger la culasse dans l'eau. Donc tu la mets en contrainte comme si elle était serrée sur le bloc. Donc là après, tac, voilà. Voilà. Allez. C'est de la marmite. Voilà. On est dans la marmite. Donc une fois que la culasse elle est bridée dans la machine, on la met en pression là-haut à 3 bars. Ok. Et on fait descendre la culasse dans l'eau. Et en gros, s'il y a des fuites, ça fait Voilà. des bulles. Donc ça permet de voir que voilà exactement le principe d'une chambre à air. Si ça fait des bulles, c'est que la culasse elle est morte. Alors dans quel tu Donc vois, une culasse comme celle-ci, vous voyez, quand on l'a éprouvée, on l'a trouvée donc morte, elle est cassée ici sur le haut au niveau de l'arbre à cam. Visuellement, on ne peut pas le voir. on dirait une culasse de BMW, C'est d'un une BM. M20, B20. C'est les vieilles 6 cylindres. Vieille 6 cylindres. Ça, c'était la maladie, souvent fissurée sur là. Donc là, visuellement, si on ne la passe pas au test, on ne peut pas le savoir. Un moteur qui n'a pas chauffé, Oui. un moteur qui consomme pas d'eau. On le démonte comme notre polo, tu vois. Ouais. Est-ce que tu conseilles de faire une éprouve et une rective systématiquement ou pas? C'est toujours mieux, on est sûr à 100%. Ok. Parce que les culasses, on a vu souvent l'expérience. On va avoir une culasse qui paraît visuellement en parfait état et elle va être morte. Et on a des culasses qui sont vraiment dégradées par la corrosion et tout, Et qui sont vieilles qui sont étanches. et qui sont étanches. Ok. Donc une fois qu'on a éprouvé la culasse, on va passer à l'étape suivante. Faut le suivre, José. Il est. Bam, bam, bam. Donc une fois que la culasse elle est éprouvée, Ok. le deuxième travail, c'est-à-dire on va analyser, voir si les soupapes sont en bon état ou pas en bon état, Ok. si les sièges de soupapes ils sont bons ou Celle-ci, pas. elle a été attaquée par la corrosion. Hein. Celle-là, ouais, elle a pas mal souffert en déformation. Alors, Voilà. elle a souffert, mais Ouais. visiblement, elle est bonne. Elle est bonne à l'épreuve. Et donc, 0,15, c'est ce que tu as 0,15, enlevé c'est ce qu'on a rectifié. sur le plan de joint. Ok. Quand on Après, parle de rectification voilà. du plan de joint, tu peux Après, nous expliquer on regarde les guides, voir Ok. s'il n'y a pas trop de jeux. S'il y a trop de jeux, on les remplace. Ok. On démonte les guides, on remonte les guides. S'il n'y a pas de trop de jeux, Attends, regarde. on va expliquer à nos abonnés. Donc, le Ouais. guide de soupape, c'est la partie. Vous utilisez quelle matière à l'époque Les guides de soupape, c'est ces pièces-là. C'est ces pièces-là où coulisse la soupape. Le guide, Augustin, Voilà. coulisse la soupape. Et là, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'à force de monter et descendre, la soupape, le guide prend du jeu. Ok. Donc quand il y a du jeu, ça fait faire de la consommation d'huile. Ok. Hein, et le Alors là, moteur pour aller le fonctionne. remplacer, Voilà. comment tu fais pour remplacer un Donc guide de soupape pour remplacer un guide de soupape, sur une culasse en alu, on chauffe la culasse. D'accord. On la monte en température. Ok. Et une fois qu'elle est en température, on le chasse avec un chasse-guide. Et on remonte aussitôt le guide neuf. D'accord. Donc il faut quand même regarder la cote. Si la cote elle est identique, eh bien regardez le dépassement de l'autre côté, qu'on soit à la bonne hauteur. Ouais, pour pouvoir remettre tes joints de queue de soupape. Voilà. Donc une fois qu'on a fait le remplacement des guides, systématiquement, il faut rectifier le siège. Ok. Pour toujours avoir la même hauteur. Voilà. Et là, parce qu'on ne sera plus en rapport. Le guide, si tu veux, tu vois, la soupape elle vient se positionner comme ça. Et quand tu changes un guide, à quelques centièmes près, T'as un peu d'angle. on a de l'excentration. Donc c'est pour ça qu'on reprend le siège. Moi j'ai avec- dit de l'angle et lui il a dit de l'excentration. Là on a le terme technique les amis. Là on est. Voilà. Moi si je fais la vidéo tout seul, à tout moment je raconte
que des bêtises. Je sais comment ça fonctionne, mais je dis que des bêtises. Là, il y a l'excentration. Donc là, on va regarder la machine pour rectifier les sièges après. Comment Ah bah voilà. Donc, on y vient. J'allais dire comment tu corriges l'excentration. Moi, j'aurais fait comme ça avec ma pâte à rôder. La pâte à rôder, non. Je vais jamais l'avoir. Non, parce que quand il y a trop d'excentration au niveau du guide avec le siège, c'est irrécupérable. Il faut absolument un réusinage. Ok. Donc pour réusiner les guides et les sièges, on a la machine qui est là. Donc on a plein de pilotes qui sont là. On prend le pilote au diamètre du guide. Si comme là tout à l'heure j'avais un... Je vais en chercher un, attends, bouge pas. Pilote. C'est moi le pilote d'habitude. Un paquet de pilotes. Moi, tu me parles de pilote, il y a un volant, c'est bon quoi. Tu vois. Voilà, donc là c'est le cas de le dire. Donc là on a un alésage de 8, il faut prendre un pilote de 8. Okay. C'est ton guide quoi. Voilà, et c'est le guide. Okay. Après le guide, on le monte sur la machine. D'accord. Hein, et la machine, on vient se positionner dessus et on se centre. Donc ta machine, elle travaille toujours à la verticale. Toujours et à la verticale, c'est voilà. ta table. Et c'est la table qu'on incline ou haute. C'est une table ou un marbre ça? Une table. C'est une table. Après, le principe, donc ça c'est pour les gros sièges, plus un peu tout ce qui est utilitaire et poids lourd. Après, on a la petite machine pour les monocylindres quoi. Pour les petites culasses qui sont là. Donc là, le même principe, le pilote sur lequel on se centre. Là, on a un outil qu'on vient régler. Okay. Donc sur le réglage des sièges, il y a des sièges qui sont à 45 degrés, il y a du 30 degrés, il y a des fois du 25 degrés. Donc on a un peu tous les angles. Donc si on a un siège à 45, eh bien, il suffit de prendre un outil avec du 45 degrés. Et sur les outils, c'est marqué. C'est marqué du 2 mm par 35. Ok, 35 d'angle et 2 voilà, mm de surface de contact. Quand on a des petites soupapes, on a la portée du siège, on la fait un peu plus petite. Okay. Quand on a de plus de l'utilitaire ou du poids lourd, on fait du 2 mm. Des portées un peu peu on peut faire du 1,5. Donc c'est pour ça on a toutes les portées. Si tu prends, mais pour tout ce qui est automobile, on est 1,5 la portée. Est-ce que tu fais des sièges de soupape pour des voitures à haute performance? Tu vois, par exemple, sur ma Golf 4 R32 à l'époque, j'avais envoyé la culasse chez des préparateurs, chez des coins-coins, ils se reconnaîtront. Et justement, tu venais faire des portées toutes petites avec un angle très prononcé pour pouvoir mettre de la section. On a des outils qui peuvent faire juste une petite portée d'1 mm. Ah ouais, j'allais dire, je pense que j'avais un 2 de portée, donc 1 mm. Voilà. Okay. Donc ici, c'est la rectifieuse à soupape. Donc systématiquement, on ne change pas toutes les soupapes parce qu'il y a des soupapes qui sont bonnes. Hein. On peut les conserver pour repartir. Donc on les met sur le porte-pince et on vient rectifier la soupape. Donc là, c'est la machine. Là, tu viens juste rectifier sa portée. Donc là, c'est pareil. On a l'angle à régler. Si on a du 45, si on a du 30 ou du 25, suivant l'angle qu'on a, on a la table qui est gradée et on règle. Une fois qu'on a fait tout ce genre de travaux, on passe à la rectification. Tu le trimbales à un paquet d'endroits, ton moteur. Ah bah on marche. Hein. Ouais, et costaud parce que les blocs, les culasses ça va, c'est pas trop lourd. Mais... Donc là c'est la rectifieuse de culasse. Tu viens me fixer ta culasse dessus, nickel. On nickel. pose la culasse dessus, comme là, c'est le cas de le dire, je vais la reposer. Hop, attends, bouge pas. Là, on repose. On regarde si on est bien parallèle sur les 4 points. Après, on la bride de chaque côté avec les brides. Et on a l'outil qui vient surfacer la culasse. Donc on blanchit la culasse au strict minimum de façon à en enlever le moins. Le moins possible. Parce que après le problème c'est qu'au niveau des retraits de soupape, on ne sera plus bon. Okay, ouais. Donc on enlève en moyenne entre 0,10 et 0,15 sur une culasse. Ça c'est une culasse d'essence je suppose? Non, c'est un diesel Sofim, c'est une culasse de Sofim ça. Ok. Voilà. J'aurais dit une Renault 21, tu vois, TD, non. avec le même un moteur Sofim. Okay. Le travail consiste aussi à être bien parallèle quand on va la rectifier et bien ébavurer tous les trous. Okay. Et quand tu as des préchambres, là si tu as une préchambre pour l'injecteur? Voilà, s'il y a des préchambres, c'est une opération qu'on fait après. Okay. On a une machine qui sert à faire la mise à hauteur des chambres de précombustion. Okay. Donc on règle la machine et on vient mettre les chambres de précombustion à 2-3 centièmes de dépassement par rapport au plan de joint. Donc ils n'utilisent pas les préchambres en même temps les amis parce que c'est pas la même matière, c'est ça? C'est ça. Okay. Pour faire la différence, j'en ai une culasse ici là. Bon, ça ressemble à un moteur de Super 5. C'est une Renault 19. Ah bah pareil, un Renault 19. Super voilà. 5. Donc ça c'est une culasse où effectivement on a les préchambres. Donc sur cette culasse, l'opération qu'on fait, on rectifie pareil le plan de joint et après ces chambres de précombustion, on vient les mettre après à hauteur.
Parce que là, c'est de l'alu et ça, c'est de l'acier. Ok. Ça, je pense que ça a été abandonné sur les moteurs modernes, les chambres Oui, de précombustion. voilà. Parce C'était que pour maintenant, réchauffer le carburant. Tout ce qui est injection directe, On injecte dans la chambre, donc on il n'y a plus injecte de pré-chambre. directement dans la chambre. Donc là, le logement de la préchambre, il est là. Donc on vient lamer la portée du fond de Pour lui donner façon plus de à la profondeur. mettre à la bonne hauteur, quoi. Ah, donc tu viens rectifier La portée du la fond, portée voilà. et tu rectifies pas la hauteur de la Non, chambre. on ne rectifie pas la hauteur de la chambre. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, si on enlève 2 dixièmes sur le plan de joint, Ok. on enlève 2 dixièmes sur la portée du bas. De façon à ce que quand on met la chambre de précombustion, on n'ait que 2 à 3 centièmes de dépassement. Voilà. Oui, comme ça, une fois que c'est serré avec le joint et le bloc, la pré-chambre elle bougera jamais. Ça ne bouge plus. Donc une fois qu'on a donc fini la rectification, après on passe à l'étape suivante, on remonte la culasse. Donc là, la culasse est finie, les amis. On a Donc fait là- toutes les étapes d'une bonne culasse, c'est ça? Oui. J'en ai une, je vais aller te la chercher si tu veux. Qui est full. Qui est terminée. Donc voilà, la culasse, on va dire que là on a fait les opérations qu'on a vues à l'instant. On l'a démontée, on l'a éprouvée. On a regardé l'état des sièges, l'état des soupapes, on a fait le rodage des soupapes, on a rectifié le plan de joint. Ok. Et là, on la remonte avec les soupapes, les joints de queue de soupape. Voilà, c'est un client, Voilà. c'est un Et projet client, voilà. clé en main. Voilà. Vous avez tout fait dedans. Donc là, le client, quand il récupère sa culasse, Et il après, a t'as remonté. simplement à la poser sur le bloc et à la remonter. Après, il y a des clients qui font ça eux-mêmes. C'est eux qui démontent les soupapes, c'est eux qui les remontent. Nous, on s'occupe que de faire tout ce qui est usinage et rectification. Vous allez voir dans la vidéo quand on va remonter le haut moteur, c'est une opération un peu chiante, surtout quand on est avec des clavettes toutes petites. Oui. Typiquement, tu as dû faire du 5 soupapes par cylindre de, Ah oui, bah, bien de sûr. Yamaha Ouais, là, ouais. ou alors de Non, et puis d'Audi. les- Les 3 admissions, c'est chiant. Les clavettes sont de plus en plus petites, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est fini pour la partie haut moteur, les amis. On va passer à la partie bas moteur. Pour le coup, on a amené un bas moteur à rectifier. En fonction des performances visées, il y a certains préparateurs qui changent les sièges de soupape pour des sièges de Et là, soupape. c'est pareil, ça c'est une Iridium, vieille culasse. José, il n'en a strictement rien à faire des moteurs performance. Ça c'est une culasse de Renault 17, pareil, qu'on est après refaire et qu'on va la passer donc au sans-plomb. Donc pour la passer au sans-plomb, on enlève tous les sièges parce qu'avant les sièges c'était des sièges en fonte. Alors attends, avis du professionnel. Oui, Là, tu viens de parler de modification de moteur avec plomb vers moteur sans plomb, Oui. donc changement de siège et tout. Est-ce que toi, tu vois une différence entre la culasse du THP qui est là-bas, ouais. avec des sièges, je sais Ah pas oui, quelle c'est en génération, acier, c'est en acier. ok, mais avec un véhicule qui roule à l'éthanol. Ouais. Alors, le véhicule qui roule à l'éthanol, il utilise quoi comme siège de soupape? Et bien le même que pour le sans-plomb. Donc, info intéressante, les amis, le siège de soupape sans plomb ou E85 est très similaire, voire similaire. Voilà, pareil. Il n'y a que simplement les sièges fonte, et ben ça les brûle. Ça les brûle. Si on met de l'éthanol dans le siège fonte, je pense qu'il fait bye-bye. quoi. Bah, ça les brûle. Ok. Donc ça, c'est l'étape qu'on appelle le bagage des sièges de soupape. Bon, nous voilà, les amis, autour de notre bloc de polo. Donc on va attaquer le dernier cylindre. Ah, je vois que tu as déjà bossé en fait, tu as déjà... Ouais, on a fait les 3 cylindres. Alors, question, est-ce qu'il était ovale? Oui, il y avait 5 centièmes d'ovalisation. C'est beaucoup ou pas? C'est beaucoup. On est dans le maximum de la tolérance. D'accord. Et est-ce qu'il était usé ce bloc? Non, pas trop usé. Non, pas trop usé. Alors, qu'est-ce que tu as réalisé comme opération pour être sûr qu'on la laisse au bon diamètre là? Là, donc la première chose à faire, on centre le bloc au niveau de l'alésage avec la broche, avec un Ok. comparateur. Une fois qu'on est bien centré, donc il faut être centré quand même au centième. Ok. Après, on règle l'outil pour faire une tangente Ok. et on prend la cote avec le palmaire d'intérieur. Ok. Donc le palmaire d'intérieur, tu vois, il faut qu'il soit comme ça, qu'il tienne bien comme il faut. Celui-ci te sert à mesurer Voilà. l'intérieur du cylindre et celui-ci te sert à mesurer le piston. Voilà. Ouh là là, j'ai tourné. Donc là, on mesure, tu vois, le palmaire, il rentre quasiment tout seul, il vient juste tangenter. Ok. Donc une fois qu'on a pris la cote, on mesure avec le palmaire Pour être sûr. pour être sûr et savoir la valeur qu'on a. Toi, tu n'as plus de problème entre dixième, centième, millième, Non, millimètre ça et va. centimètre. hein. Est-ce que tu usines le bloc au centimètre Oh, ah non, on est au centième quand même. Par contre, qu'est-ce qui t'a donné ton point de référence, tu vois? Je sais pas, là c'est 83,5. 83,01 là, on réalise. Je suis à l'aise à 83,01. Qu'est-ce qui t'a donné ton point de référence d'usinage? Nous déjà, on mesure le piston. Donc là, c'est des pistons forgés JE Voilà. que NSB nous a fournis, qu'on a fournis à José. Donc tu es venu mesurer le piston. Voilà, donc nous on mesure toujours le piston en bas de jupe. Ce qu'on Ok. appelle la bas de jupe, c'est la cote qu'il y a ici, Ok. en bas, et on mesure la cote. Et en fonction de cette cote-là, chaque fabricant de piston donne le jeu qu'il faut.
Donc on réalise, on additionne le jeu qui demande le constructeur avec le diamètre du piston et on fait la cote finie sur le bloc. On a la cote qui est demandée à 83,01. Nous on va réaliser à 83,01. Ok, ça va. Et après tu vas venir additionner ton jeu. Jeu de fonctionnement ou pas, il y en a qui mesuraient le piston là, il est froid, il n'est pas à température. Apparemment un piston c'est ovale, ça se déforme. Ah oui. C'est elliptique on dit exactement. C'est elliptique, moi j'ai dit c'est ovale. Non, mais... On voit le terme technique. C'est pour ça que tu viens prendre ta cote ici. Voilà. Si tu viens prendre ta cote en haut, oui, parce que là elle est faussée. on a peut-être 1 millimètre en moins. Parce que la vraie cote réelle c'est que ici. Quoi. Ok, ça va. Perpendiculaire à l'axe c'est à peu près 15-20 mm du bas de la jupe. Tu as des jupes très courtes comparées au... Ah oui, avant un piston il avait des jupes comme on disait tout à l'heure qui étaient longues comme ça quoi. Donc le piston était bien guidé. Et ça lui permettait dans le cylindre les amis d'avoir des grandes jupes. Bah, finalement même s'il était usé en haut, les jupes permettaient de ne pas avoir ce battement de piston. Voilà. Un moteur comme ça avec un peu de gens. Je suis arrivé, il m'a parlé de moteur qui fonctionnait à 1 mm de jeu. Ou d'usure, pardon. Ouais. Ça, avec 1 mm, le moteur il claque comme s'il y avait une guêpe. Oui, parce que là, il n'y a plus de guidage. Quoi. Donc là, on reprend la cote. Et là, tu vois, par rapport à la cote finale, qui doit être de 83,01, là, comme ça, on est un peu plus petit de 4 centièmes qu'on va finir à la déglaceuse. Donc là, première étape, l'alaiseuse. Ça, c'est le bon terme, là. Donc, on alaise on appelle l'alésage, l'ébauche. T'alaises le bloc ou t'alaises le puits, le fût? Le cylindre, on dit. On alaise un cylindre. On alaise le cylindre. Ah. Donc là, on est parti. Donc ça se fait à sec, pas de... Ça se fait à sec, comme c'est que de la fonte. D'accord. La fonte, on l'usine à sec. Ok. Donc moteur bien bridé, bien parallèle, bien plan. La machine, elle va descendre tout doucement. C'est des machines qui ont quel âge ça finalement? Ces machines, elles sont increvables. Une soixantaine d'années. Pour le coup, elle a démarré avant toi. Hein. Ah oui, oui. Comment tu es sûr que tu vas pas descendre trop bas et que tu vas pas toucher un palier d'îlot? Parce que quand on met la machine en route, on reste à côté pour surveiller justement. Sinon après il y a l'arrêt automatique qu'on peut mettre ici, on peut mettre la butée ici. Et la machine s'arrêtera toute seule. José, ça va être la star d'Instagram. Non, José. Non, José. Alors pendant que la machine bosse, j'ai une question. Là tu m'as parlé du jeu de fonctionnement du piston, du jeu d'usinage. Je vais sûrement pas employer le bon terme, mais il y a un jeu à la coupe à faire après, c'est ça? Oui, c'est ça. Contrôler. En général, les segments sont bons. D'accord. Donc en gros, on va prendre un segment, on va venir le mettre dans le cylindre, alaiser et déglacer, c'est ça? C'est ça. Et on va venir contrôler notre jeu à la coupe. En fonction du jeu à la coupe, on va venir le modifier. Alors, donne-moi le bon terme, parce que moi, je dis je vais rogner le segment. Non, on va l'ajuster. On va l'ajuster. Ouais. Quel intérêt de monter les segments tiercés à 180 degrés? Pour éviter les consommations d'huile. D'accord. Parce que là, le segment, il faut le mettre toujours avec les inscriptions vers le haut. Ok, au top, ouais. Voilà. Et quand le segment est dans le cylindre, contrôler le jeu à la coupe, c'est le jeu qu'il va y avoir à cet endroit-là. Ok. Et suivant le diamètre, il y a un jeu qui est respecté. Si tu as trop de jeu, en gros, ton huile, elle va faire comme ça. Voilà. Elle va se déplacer. Elle va se déplacer. Si tu n'as pas assez de jeu, ça risque de gripper. Ça risque de gripper. De gripper. Est-ce que l'idée de dire je monte un moteur, il y a plein de gars, quand j'étais plus jeune, je monte mon moteur serré et je vais faire un bon rodage? Non. Il faut le jeu de fonctionnement, il faut qu'il soit là. Nickel. Sinon, si on n'a pas le bon jeu, on risque un grippage. Donc en gros, si je le grippe, premier axel, allô José. Donc là en gros la machine elle est en train de bosser, il m'a dit qu'au moment où ça change de son, ça veut dire que l'outil n'usine plus, hop on arrête. Et on arrête comment la machine? En remontant la poignée. Ça fume, c'est normal? Oui, c'est qu'il y a un peu d'huile. C'est vrai que ça c'est des opérations, souvent on dépose nos moteurs chez les usineurs ou les ateliers de rectification moteur et on voit rarement ce genre d'image. Attention les amis, choisissez bien votre usineur parce que je pense que quelqu'un qui ne sait pas… Tiens, viens voir. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup… En combien de temps on peut devenir usineur moteur et on peut, du moins atelier de réflexion moteur et être sûr que le gars fait du bon boulot? Il faut au moins un minimum, je dirais 2 ans de formation. Oui, parce que… moi j'ai déjà vu des blocs, du moins sur l'époque des VR6 turbo, moi je faisais beaucoup de Volkswagen turbo, usinés pas avec les bons jeux de fonctionnement et tout, soit ça grippe, soit les jupes elles tapent, puis après, et les moteurs ils ont un bruit en bas régime, ça dure pas longtemps. L'état de surface aussi à respecter, tout ça, donc pour être vraiment au point, il faut quand même 2 ans d'expérience. Okay. 2 ans d'expérience. Parce que là ta machine elle fait des stries comme ça, c'est ça? Elle fait des stries comme ça et c'est pas bon de monter un moteur avec des stries comme ça. Non, il faut qu'un état de surface il soit fin quand même. D'accord, ok. Parce qu'après il faut affûter l'outil, il y a tout ça. Donc il y a quand même tout un tas de choses à apprendre. Pourquoi tu switches de machine? Pourquoi on ne fait pas tout sur celle-ci? Parce qu'on ne peut pas faire la cote finie. Tu vas voir que quand on va travailler avec la pierre, là c'est vraiment roder. C'est un état de surface qui est comme le verre pratiquement.
Alors que là, on sent quand même un peu les sillons. Ouais. Tu vois, même Oui, si là, ça va éclater les segments à une vitesse. Non, ça pourrait marcher comme ça, mais c'est quand même mieux un rodage. Parce que là, on a un état de surface qui reste quand même, comme on dit, à l'ébauche. C'est quoi le plus gros moteur que tu as réalisé ou tu as travaillé? Oh, on a fait beaucoup de gros moteurs 6 cylindres. Ah, Ouais. Donc là, on arrive à la fin. ça y est, il n'y a plus rien. Voilà. Donc là, on éteint. J'enlève Vas-y, ça. Tu remontes vers le haut. Tac, C'est une boîte de vitesse. et tu ramènes vers le bas. Tac. Donc on cherche où est l'outil Ok. pour positionner l'outil. Et une fois qu'on sait qu'il est là, on remonte la broche. Et là, le peu de force que tu mets en arrière, tu arrives à pas faire toucher l'outil le long du bloc. Oui, il n'y a pas grand chose, mais tu vois, ça évite de faire un petit trait. Donc là, on va dire que l'opération du réalisage est terminée. Donc C'est là, assez rapide finalement. on Le plus long, démonte. c'est la préparation. Voilà, on démonte le bloc, vas-y. Oh, c'est quand même assez costaud. Bon, le bloc, là, comme il n'est pas très lourd, je le prends directement et je vais l'amener sur la déglaceuse. Ok. Sinon, on a le palan qui est là. Elle Donc, va pas te blesser. Hein. bon, alors, on va l'amener là. Et là, le drame, le bloc tombe entre les deux. Non. C'est déjà arrivé, ça, c'est sûr que c'est déjà arrivé. Ah, non, non, Sinon, non. Ouais, en 40 ans de carrière, c'est sûr que ça t'est déjà arrivé. Non, José. Mojito, ¿qué se pasó? ¿Olde el paso? No, José. No, José. No c'est bueno. Donc là, on va mettre le rodoir pour se centrer et Ok. on va se régler sur l'alésage. Moi, quand j'étais plus jeune, mon premier moteur de VR6, tu sais, c'est bouffé par la Ouais, corrosion dans les cylindres. Ah oui, oui. Qu'est-ce que ça vaut les outils que tu prends et que tu mets sur la perceuse là? Il va me dire ça vaut rien. Non, mais pour dépanner, pour un dépannage, c'est bien. Après, si on veut faire un vrai déglaçage plus sérieux, un rodoir comme ça, c'est mieux parce que là, on exerce une grosse pression. Parce qu'en fait, tu vas pousser. Voilà, on tourne la molette qui est ici Ok. et on gonfle. Et D'accord. il y a quand même une pression qui est quand même très élevée. Oui, alors que moi, c'est juste les ressorts. Voilà, c'est que les ressorts, donc on enlève beaucoup moins. Donc là, il faut se recentrer au mieux encore, pareil. Hein. On recentre le rodoir au mieux avec les pierres. Une fois qu'on a centré le rodoir, on met la butée pour bloquer le bloc moteur. Augustin, un petit coup. Là, c'est quoi? T'envoies de l'huile? Du pétrole. Du pétrole? Donc ça, c'est pour éviter que le bloc bouge. Vibre, ok. Tu le prends pas dans les morts là? Non. Non. Et ça, on met quand même des butées pour éviter qu'il tourne. D'accord. Ouais, parce que si ça se met à vibrer et que le moteur se met à tourner avec la machine. Ah bah c'est déjà arrivé, oui, ça peut arriver. Parce que justement, le rodoir, il fait quand même une grosse pression. Voilà, donc ça c'est bon. Le bloc est bloqué. Et là, on règle la course de la machine. Pareil, pour pas tenir toucher En bas. les pissettes d'huile ou ce genre de choses. Voilà. D'ailleurs, Ah bah les pissettes d'huile, il faut les enlever. Hein. voilà, j'allais dire, les pissettes, elles ont été démontées. Les pissettes d'huile, c'est des gicleurs d'huile qui sont sur le bloc et qui viennent refroidir et lubrifier le cylindre. C'est ça, j'ai pas dit de C'est bêtises? ça, non, c'est ça même. Parce que tout ce qui dépasse en bas du cylindre, sinon ça dégage. Ah oui, c'est une toute petite tétine qui vient Voilà. sous le piston. La bécane qui va tourner. Donc là, tu vas enlever quelle épaisseur? 4 centièmes. 4 centièmes. Et comment tu sais que tu enlèves 4 centièmes avec ta machine? Bah, au fur et à mesure, faut contrôler. faut mesurer. C'est plus la machine qui est réglée, c'est le mec, c'est l'opérateur. Voilà. Bon, on va le laisser. Non, non. On bah. va le laisser. Ah non, il est détendu. Non, attends, t'inquiète. Donc, Moi, je on- faisais on- 3-4 tours avec ma visseuse et c'était bon quoi. On met le pétrole. Donc là, on a différents réglages De vitesse. de course. Tac. Parce que quand on a des blocs moteurs qui ont des grandes courses, on a 3 réglages différents pour la vitesse du rodoir. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient serrer le rodoir, comme on disait tout à l'heure, pour mettre une bonne pression dessus. Ok. Donc là, le pétrole que tu descends là, tu le récupères en bas quoi. Oui, voilà. T'es en circuit fermé. Bon alors José, explique-moi entre les deux cylindres là. Voilà la différence. Donc là, c'est un cylindre qui est réalisé, Mais brut. brut, et celui-ci, c'est un cylindre cote fini qui est réalisé avec le déglaçage après. Donc on voit très bien la différence. Là, c'est des traits qui sont circulaires de l'outil, et là, on a des traits qui se croisent dû au rodage avec les pierres. Donc les pierres, Quel intérêt d'avoir des stries qui se croisent pour éviter la retenue d'huile. D'accord, donc en Ah. fait chaque strie vient arrêter Voilà. le film d'huile. Et là, c'est voilà la pierre. Donc c'est très très fin, Ok. ce qui nous permet de faire une finition quasiment glacée. Bon, bah, plus qu'à faire le dernier. Hein. Voilà. Donc là, on refait pareil, on se recentre Et pourquoi Le tu mieux alaises possible. pas le cylindre complètement avec ça? avec ça, Ouais. parce qu'on ferait des déformations.
5 dixièmes, on passerait déjà un temps fou. Parce que là, tu vois, on enlève 3-4 centièmes, c'est déjà beaucoup, on va dire. S'il faudrait enlever 5 dixièmes, il faudrait être 1 heure sur le cylindre. Et les pierres Et les pierres, déjà, ça ferait pas un bel état de surface et on finirait par faire un cylindre tout déformé. Ovalisé. ok, ça va. Pas assez régulier, quoi. Ah oui, on ne serait pas du tout régulier. Par contre, en termes de finition, c'est nickel. Est-ce qu'après, il faut venir... Oui, on va passer un petit coup de toile émerie. Ok, pour venir casser l'arête en haut. Sinon, c'est une arête vachement saillante. Je pense qu'au fonctionnement, ça gêne pas, mais c'est pas propre. Là, ce qu'il faut, c'est surtout bien nettoyer le bloc après. Parce que quand on fait un réalisage comme ça, les copeaux rentrent partout. Ouais, ça, je pense que d'ailleurs, les gens qui usinent la ligne d'arbre, donc l'usinage de la ligne d'arbre, c'est quelque chose qu'on va pas faire là, c'est quand on remplace les paliers ou le vilebrequin. Il y en a qui usinent les lignes d'arbre tout en laissant les gicleurs d'huile ou alors les bouchons. Derrière, au moment où vous mettez en route le moteur neuf, autant dire qu'il y a du copeau partout qui vient se mettre dans le circuit d'huile, c'est mort, quoi. Finish, mais pour tout le temps, quoi. Finish toujours. Finish toujours le moteur. Ah non, parce que le nettoyage d'un moteur, c'est très important. Comme là, toute cette espèce de pâte à rôder qu'il y a dedans, qui tombe dans le fond, qui tombe dans le fond, il faut bien nettoyer. Que si ça repasse après avec le passage d'huile, c'est pas bon du tout. Bon, à la fin de la journée, par contre, t'as le cerveau comme ça, cling, bam, cling. Non, ça va, t'es habitué, toi. T'entends même plus, quoi. Non, si. Comme le téléphone. On va le laisser sonner. Je vais le donner à un de mes collègues. Moi, je veux bien décrocher. Perron et Gay, bonjour. Médo et Gay. Bon, moi, je suis toujours gay. Je suis toujours joyeux, je suis toujours content. La vie est belle, frérot. Comme il dirait Arnaud. La vie est belle, frérot, à chic. C'est combien de passes? T'enlèves combien de matière par passe? Oh, c'est des microns qu'on enlève. Des microns par passe, ok. Par passe, Oui, parce que là, il n'y a pas de une passe est égale temps, j'ai un compteur qui me dit temps, c'est l'expérience là. Après, les machines, bon, je pense qu'aujourd'hui, il doit y en avoir comme ça, où on règle le diamètre, ça le fait tout seul. Oui, numérique pur, voilà. quoi, Mais, avec un palpeur et voilà. tout. Après, il faut vraiment avoir aussi le... Ouais, mais je trouve que ça, l'usinage, c'est encore le petit métier à l'ancienne, voilà. où on a encore de la vieille machine, la vieille odeur d'huile, il y a de la mécanique, quoi. Et puis, on travaille très bien. Donc entre-temps, les amis, vous n'avez pas vu, mais il a glissé l'outil, il a contrôlé l'alésage, il s'est dit il en manque encore un peu, j'en remets un petit coup. Voilà, on va redonner encore un petit coup. Moi, je prends son outil, j'essaye, je me dis, oh, il n'y a pas de différence. Hein. Là, l'outil, il va pas dedans, hein, mais si. Okay. Moi, je le contrôle pas avec ça, je le contrôle avec un palmer de touche, à deux touches. Ouais. Alors, est-ce que vaut mieux ça ou le palmer de touche? Bon, les deux sont bien. Après, ça, je veux dire, c'est qu'il faut avoir l'habitude. Ouais, ok. Quand tu n'as pas trop l'habitude, l'autre est plus simple. Moi, je prends mon palmer de touche, je mets mon alésage fini, je le mets dedans, je contrôle mon ovalisation jusqu'en bas et ça me permet de contrôler et l'alésage et l'ovalisation. Moi, j'ai souvent dit, après l'usineur, quelqu'un qui monte le moteur et qui assemble le moteur, derrière, le technicien qui doit assembler doit vérifier. Ah, bien sûr. Vérifier, présenter le jeu à la coupe des segments, ça, c'est impératif. Toi, tu es sûr de ton taf, mais deux avis valent mieux qu'un. Ah bah, toujours. Et puis surtout, à la fin, s'il y a un problème, c'est l'usineur ou c'est le mec qui a monté? Ah bah, si la cote n'est pas bonne, c'est l'usineur. D'accord. Si après ça a un mauvais montage, c'est la personne qui a remonté. Non, mais je parle directement contrôle du jeu. Donc là, après une fois qu'on a fait les derniers cylindres, on recontrôle toujours, voir si les 4 sont bien identiques. Et là, on a bien exactement les 4 identiques. Donc là, pour toi, on a le jeu impeccable, fini, voilà. montage, prêt à faire feu. Et donc là, si on fait, là, on va regarder. On a bien le 8301. Ok. Voilà. Voilà. Moi, ça, je le fais de façon plus archaïque. Je mets ça dans mon étau, tu vois. Hop, je prends mon 2 touches. C'est bon aussi? Oui. Donc là, une fois qu'on a fini ça, on passe un petit coup d'ébaburage pour casser l'arête sur tout le contour du cylindre, de façon à ce que quand la personne suivante va remonter les pistons, ça ne vienne pas faire des rayures. Ouais, sur les jupes, sur les pistons. Voilà. Que ça reste de l'alu, les pistons, c'est vite marqué. C'est vite marqué. Ouais. Là, derrière ça, il y a un gros boulot de nettoyage maintenant. Voilà. Surtout tout ce qui est les passages d'huile et tout ça, quoi. Oui, si tu viens mettre du copeau. S'il y a de la limaille ou autre, ça fait pas bon ménage. Qu'est-ce que vous faites en plus sur un bloc moteur, donc sur un bas moteur? Là, on est sur un bloc en fonte. Est-ce que vous pouvez usiner les blocs aluminium de dernière génération pour des traitements Nicasil, par exemple? Non, le Nicasil, on peut pas. C'est un traitement spécifique. D'accord. Donc là, quand c'est comme ça, vous envoyez chez des prestataires comme Nicasil France ou genre de choses. Après, il y a des moteurs comme ça où justement on peut le faire. C'est on défonce le Nicasil et on vient mettre et on vient mettre des chemises fontes. Ok. Ah.
Mais le Nicasil, on ne fait pas. C'est un traitement bien spécifique. Ça pour les moteurs high boost, donc avec forte pression de turbo ou rapport volumétrique vachement élevé. Même sur des blocs fonds d'ailleurs, ils viennent défoncer le bloc, c'est-à-dire donc enlever l'épaisseur d'une paroi métallique et on vient insérer un tube. Chemise. Une fonte, à l'époque en fonte, c'est ça, fonte GS. Chemise de fonte. Et maintenant, la référence un peu dans les chemises, c'est Darton. Et les chemises Darton, on va mettre ça dans les moteurs forte puissance et tout. Si on t'amène un moteur en V à usiner, oui. Tu utilises la même machine? Pareil. Donc là, par contre, tu n'as pas de plateau. Alors, attends. Donc là, on va incliner le bloc, on le retourne pour qu'il s'égoutte. Et tu veux récupérer ton lubrifiant? Bah oui, parce que là, il y a des fois, bon là c'est un petit bloc, ça va, mais il y a des fois on a affaire à des gros blocs. Hein. Et quand on a fini, on regarde aussi la cote en bas pour regarder si on est bien parallèle. Oui, être sûr que ta machine soit descendue jusqu'en bas dans tous les cas de figure. Voilà. Donc là, on est impeccable. Là, t'es pas loin de la piscette d'huile si tu voudrais mettre un diamètre plus grand. Hein. Oh, on est encore loin. Hein. Oh, on est encore loin. Ouais. Voilà, donc là maintenant on va le laisser qu'il s'égoutte. Okay. Alors pour les moteurs en V, le principe est le même. On utilise la même machine, on met ces règles là. D'accord. Et après on sait qu'on travaille avec le moteur suspendu. C'est-à-dire que les moteurs en V, on a ces règles là. Tu viens leur mettre de l'angle en fait? Donc le principe est le suivant. On met deux grandes règles qui sont comme ça. Okay. Une comme ça et une comme ça. Et après, on met deux autres règles comme ça. Et le bloc est pris par le plan de joint. D'accord, et là, tu peux venir l'incliner comme voilà. tu as envie. Ah bah, on est perpendiculaire au plan de joint. Ouais. Tiens, viens voir, j'en ai un. Et quand c'est un VR6, un faux V, tu fais comment? Bah, on fait le même principe. On fait le même principe. Voilà, on est sur du moteur solide. Hein. C'est quoi comme bloc? Un Perkins de pelleteuse ou un truc comme ça tracteur. Là, il y a un alésage solide. Hein. C'est des chemises dedans? Non, même pas, ouais. Okay. Réalésage, déglaçage et piston bielle sûrement, tout neuf, coussiné. Okay. Réflexion complète quoi. Là, il y a leur deuxième partie d'atelier où là, ils ont de la commande numérique. Ils peuvent faire tout plein de pièces spécifiques en création, en usinage sur plan. Ils ont des mecs qui font des plans et tout ça. Il est en train de nous chercher un moteur en V, José. Donc là, on a un moteur en V. Ok. Quand il faut réaliser le bloc, étant donné que les surfaces ne sont pas parallèles au plan de joint. Ok. Voilà, le principe, c'est qu'on vient mettre une règle comme ça. Ah oui, tu viens de fixer directement sur le plan. Voilà, okay. Et on vient se fixer sur le plan. Et après, on a les deux règles qui sont en travers. D'accord. Comme ça, on est pareil, impeccable. Donc, ce qui fait que tu as des cales, là, tu viens mettre des tubes pour caler le bloc, pour être droit. Le principe est celui-ci. Oui, donc il n'y a pas de variable où tu as un axe, non. un pivot ou quoi, ouais. Alors, donc, ma fameuse question avec le VR6 où tu n'as qu'un seul plan de joint, mais tu as les cylindres qui sont comme ça. Ben, après, on est obligé d'usiner la cale avec le degré qu'il faut. D'accord, ok. Ah oui, donc tu mets une cale avec un angle comme ça ou comme ça et… Les moteurs en V, après, que ce soit des V6 ou des V8, on les réalise tous comme ça. D'accord. Hein. Après, effectivement, il y a certains moteurs où le moteur a un certain degré d'inclinaison. Donc, on usine une cale et on la pose pour faire la différence. Ok. Dernière question, dans mon bas moteur, moi j'ai pas de problème, il n'y a pas de problème sur ce bloc-là, mais si on a un souci de vilebrequin et qu'on veut mettre des coussinets côte réparation, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, est-ce que déjà ça se fait ou pas? Le coussinet côte réparation, c'est-à-dire que le diamètre du vilebrequin, il est plus petit étant donné qu'il a été rectifié. D'accord. Donc ça, on pourrait aller là-bas voir un vilebrequin. Viens voir. Augustin, il en a fait des kilomètres. Hein. Bon là les amis, José il nous présente vraiment tous les cas de figure. Un bloc moteur abîmé, donc un cylindre rayé abîmé, on le réalise. Un plan de joint déformé, on usine. Et un vilebrequin, parfois il y a une rupture de la pression d'huile. Voilà. Alors qu'est-ce qui peut éclater déjà un coussinet? Un grippage. D'accord. Donc là on a le cas exactement de figure. Ces deux portées-là, le moteur a serré. D'accord. Donc on voit très bien les deux portées ici par rapport à celle-là où le coussinet ici l'a tourné autour. Ok. Donc coussinet, l'ergot il a explosé et le coussinet il est venu tourner. Donc ça c'est des fois souvent des manques d'huile ou alors de l'entretien négligé un peu, de l'huile trop sale, ça peut arriver à faire des grippages comme ça. Donc là on mesure la cote du diamètre, je vais chercher un palmaire. En gros quand il y a une rupture de pression d'huile, on perd le film d'huile entre le coussinet et le vilebrequin, les deux matières chauffent et hop, grippage. Et là c'est fini, hein. Souvent une amorce, il n'y a pas d'amorce et ça refonctionne, on va lui demander. Mais quand il y a une amorce, est-ce que tu as une amorce de grippage, ça peut rerouler ou c'est fini? Ah non, il faut automatiquement contrôler le vilebrequin. Si la portée est bien ronde, on peut le laisser. Donc là, voilà, on peut mesurer le palmaire. Okay. Au palmaire on voit, et là
on voit la différence que la portée, elle est rayée. Donc on mesure savoir de combien elle est, on va dire, usée, Ok. Pour et pouvoir le après, rectifier. suivant, le rectifier. Donc un vilebrequin comme ça, des fois il y a deux codes de réparation. On peut le rectifier à soit 0,25, soit 0,50, c'est-à-dire qu'on va enlever 25 centièmes ou 50 centièmes. Ok. Et là, on vient remplacer le coussinet voilà. par un plus épais, quoi. Et là, systématiquement, on remplace le coussinet par un coussinet qui sera plus épais, de la différence de ce qu'on va enlever. Là, on est sur la ligne d'arbre. Si Voilà. tu viens installer un plus 0,25 ici, est-ce que tu le fais sur toute la ligne d'arbre? Oui, on le fait complet. Vous le faites complet. On le fait complet. hein. Ok, ça va. Donc là, c'est tout ce qui est la ligne d'arbre, les paliers centrales. Ok. Et ici, c'est tout ce qui est les portées de bielle. Ok. Portée de bielle, par contre, tu peux peut-être corriger qu'une seule bielle. Oui, mais bon, systématiquement, on le fait les 4. D'accord. C'est mieux parce que, ou les 6, parce qu'au moins, si des fois, après, il y a une intervention derrière, on risque de se faire piéger. Des coussinets. Est-ce que tu as la même fiabilité différents. d'un bloc où tu as refait une portée et une portée de vilo et un vilo d'origine? Oui. Parce Même que, fiabilité? oui, parce qu'on contrôle la dureté. Ok. Si la dureté est la même, après, il n'y a pas de problème. Comment tu contrôles la dureté? On a un appareil habillé. Un appareil habillé. Voilà. Je connais pas ça. Ça Donc, ressemble à quoi? Ça, c'est une petite bille qui vient percuter la portée d'acier et au rebondissement, elle te donne la dureté. hein. Ok. Et après aussi, les vilebrequins, ce qu'il faut, je vais en chercher un, j'en ai un qui est mort. Solide, c'est bon. La dureté. Je connaissais pas ce terme. Ça tombe bien, on a José, c'est la caverne d'Alibaba chez José. on a un peu tout. Donc ça, Ça, c'est un vilebrequin de Renault, de BMW. de BMW. Et ça ressemblait déjà à une Et BM. ça, c'est un BMW aussi. Ah Alors oui. là, celui-ci, il est mort, vous voyez. La première chose qu'on fait sur un vilebrequin, on le contrôle au métalloscope. D'accord. C'est-à-dire, c'est comme si on fait une radio. Ça permet de voir s'il est cassé ou pas cassé. Là, celui-ci, il est cassé, il a une cassure ici. Ça veut dire, qu'est-ce que t'appelles une cassure? Une fissure? Une fissure. Ça se Dans le voit- métal. Ça se voit très très mal à l'œil. ouais, il y a une crique, quoi. Mais tu vois, on l'aperçoit un petit peu quand même Ok. à cet endroit-là. Augustin, t'arriveras pas avec ta caméra. Voilà. Faut que tu aies un Laowa. Bah, ici, peut-être, si on l'aperçoit un petit peu là, Mais le client, il se dit quoi là? bah là, il est mort. Non, mais comment moi je débarque chez toi et je te dis attends, est-ce que tu peux contrôler mon vélo ou c'est quoi le briefing là? Bah, le contrôle du métalloscope, c'est qu'on contrôle le vilebrequin, on l'arrose avec un produit spécifique Ok. et on le passe donc avec une lampe. Ok. Et c'est la lampe qui va nous dire où il est cassé. Ouais, mais je veux dire, il a eu quoi comme casse moteur le client Ah bah, parce que là, je vois que la portée elle est bonne, elle est belle. Ah, la portée est belle, mais il doit y avoir un problème mécanique. hein. Il a Ok. dû avoir un problème mécanique, et puis, ou alors c'est peut-être un vilebrequin qui veut remplacer sur un autre moteur, Et il l'a fait en préventif. et il le fait en préventif pour le faire contrôler. Quoi. Ouais, mais là, avant de te l'amener et de le passer au métalloscope, Ah bah après, ça, il le savait pas, donc Non. ça se trouve, il remonte et ça roule quoi. ça pouvait rouler, mais le problème c'est que là, nous quand on rectifie un vilebrequin, Mhm. parce qu'il nous l'a amené pour rectifier, D'accord, d'accord. parce que la portée elle est coulée celle-ci. Ça sent, tu vois, parfois, moi, Julien, mon pote à Nantes, là, il veut toujours tout démonter et tout vérifier, quoi. Et Tu vois, ça aurait pu voilà. rouler 25 Tu vois ans. la encore. portée, regarde. Donc quand Ah on oui. contrôle un vilebrequin, si tu prends la portée qui est là, alors attends, le palmaire, je m'excuse, attends, faudra que tu coupes, il est trop petit. Ah, José, il s'est trompé de palmaire, il a fait une erreur, quoi. Franchement, je l'embête aussi, je fais que de parler. Donc tu vois là le palmaire au niveau de la côte, Ouais. là on a la côte dans ce sens-là, et dans celui-ci tu vois qu'on est beaucoup plus petit, tu vois. Donc là, on est ovale. On est ovale. Donc là, il faut systématiquement rectifier la portée. C'est Ok. pour ça que là, ce vilebrequin-là, si tu le remontes comme ça, avec des coussinets, il va faire 10 km et puis rebelote, tu recommences le même travail. Parce J'ai un que, pote avec une S2000, c'est ce qu'il faisait. Des Bah coussinets ouais. tous les 10 km. parce que là, tu vois la différence qu'il a en ovalisation. Si on prend la côte comme ça, là, tu vois, on est à 30. Et si on la prend comme ça, tu vois, on est à 47. Et là, il a démonté. Bon, Mais- je pense pas qu'il y ait eu un donc- grippage, ça reste très Si, léger si, quand même. ouais. Mais tu vois, il a 17 centièmes d'ovalisation. Ok. Donc là, c'est pour ça que ce client-là, il nous l'avait amené pour le faire rectifier. Ouais, là, tu lui as Et dit quand on tout est l'a mort. contrôlé, ben, on l'a vu qu'il était mort. C'est comme les épreuves de culasse. Il y a des fois des clients qui me disent oh, ça ne nous sert à rien, une épreuve, ça fait toujours un coût supplémentaire. Mais au moins, on est sûr de ce qu'on fait. Oui, je suis Une d'accord. culasse qui n'est pas éprouvée, on peut la remonter et si elle est morte, on va refaire la même intervention à la fin du remontage parce que le moteur va consommer de l'eau, va chauffer ou va fumer. Donc ça fait des frais supplémentaires pour rien. Donc une épreuve, il ne faut pas dire qu'on paye pour rien. Oui, quoi. je suis d'accord. C'est Et vrai qu'il y un a plein contrôle de gens- vilebrequin, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça coûte une épreuve aujourd'hui? Une épreuve, il faut compter à peu près dans les 90 €. Ah oui, bah à la fin, Mais tu nous donneras on est, tous les tarifs. on est à peu près sûr de nous, quoi.
On est sûr Oui, tu de nous, remontes, quoi. tu On remonte une et- pièce qu'on est sûr de nous à 100%. Quoi. Est-ce que avec l'évolution des blocs, les nouvelles technologies, les voitures de moins en moins en panne mécaniquement, vous voyez de moins en moins de moteurs récents ou... Non, on a les deux, hein, parce qu'aujourd'hui les moteurs sont beaucoup plus fragiles qu'avant. Bon, bah, ils sont beaucoup plus performants aussi. Hein. Ils ont diminué toutes les surfaces de friction, la matière aussi. Bah là, c'est un vieux bloc, ça c'est quasiment certain. Oui. Et ça, c'est un Vilo peut-être Voilà. M50 ou Ça, c'est diesel. des nouvelles générations de Villebrequin. On ça. voit bien que les Ah. masses et tout, ils ont Ah travaillé bah, le poids du Vilo. bien sûr. Aujourd'hui, c'est comme dans les pistons. On voit bien que la hauteur de jupe et tout, aujourd'hui, on est rendu, il n'y a pratiquement plus de surface de friction. C'est comme dans les guides, c'est comme dans tout. Avant, on avait un guide qui faisait 80 mm de haut, comme là. Attends, il est là, voilà. Hein. On a des grands guides comme ça. Donc, évidemment, un guide où on diminue la surface de friction en le mettant comme ça. Consommation, Eh ben, émission. voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de moteurs aujourd'hui, ils ont tendance à consommer de l'huile et tout, parce que toutes ces surfaces de friction sont de plus en plus petites, donc à prendre de l'usure de plus en plus rapide. Bon, bah super. Là, je pense qu'on a fait le tour du bas moteur alors. On a fait le tour. bas du bas moteur et le haut aussi. Hein. Eh ben, c'est super. Bon, alors est-ce que je peux récupérer mon bloc de polo, le nettoyer? Ah oui, bah ça, je vais te le donner. Hein. Je vais donc les gars, ils vont arriver à l'atelier, vont le nettoyer complètement, vont le recontrôler Ouais. et après remontage. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Remontage, Ah. remontage. Est-ce que tu peux nous donner quelques tarifs pour les Oui. prestations Oui. On va passer au comptoir là. Oui. On va passer à la caisse. Les amis, si vous voulez, bon, Perron-Aiguet, vous ne travaillez pas à distance. Il y a des gens qui vous envoient des moteurs? Ah oui, oui. Ah non, bon, bah, ils travaillent à distance. Non, là on a le moteur justement de la Renault 17, c'est un client qui est en Allemagne, à Munich. D'accord. Parce que vous avez l'expérience sur ce genre de moteur. Et... Non, c'est que lui il réside là-bas et là-bas apparemment il a cherché partout un moteur, c'est introuvable. Ok. Il en a trouvé un dans une casse en France qui nous l'a fait envoyer ici pour qu'on le reconditionne Ok. et après il le récupère. Donc vous faites du reconditionnement de moteur full Oui. et vous renvoyez les blocs. Voilà, Ok. on fait, nous on travaille vraiment tout à la demande, hein, ce que veut vraiment le client. Donc là c'est un moteur Si- échange standard ou est-ce qu'on peut qualifier ça de moteur échange standard Ah ou bah pas? c'est comme un échange standard. Hein. Ok. Le bloc, la culasse, ça va être entièrement refaite. Le bloc, on y remet des chemises neuves, on met des pistons neufs, il repart comme un moteur neuf. Quoi. Donc finalement vous pouvez travailler à distance, on peut Voilà. vous contacter. Après, il y a des clients où on fait que l'usinage et eux, ils remontent tout, un peu comme vous, de leur côté, ou alors on remonte le moteur. Hein. Ça va. Bon alors qu'est-ce que ça coûte? Passons à la caisse. Alors, Combien ça coûte de refaire un moteur? Bon, ça coûte cher de refaire un moteur, les amis. Ah bah, refaire un moteur, c'est pas facile parce qu'il faut qu'on ait déjà le moteur, faut Ok. on démonte. Quand on donne un devis à peu près sur un moteur comme ça, la première chose, on démonte le moteur complètement D'accord. et une fois qu'il est démonté, on examine toutes les pièces. Ok. Parce qu'on ne sait pas si le vilebrequin il va être mort, s'il n'est pas mort, est-ce qu'il va être à rectifier pour rectifier. Donc il y a un coup qui va très très vite. On prend l'exemple, si on démonte le moteur, on éprouve la culasse et que la culasse est morte, c'est tout de suite peut-être 1000 ou 1500 € une culasse. Et en plus, on vient de mettre l'épreuve, du moins, on vient de mettre l'éprouve ou l'épreuve de la culasse, l'argent dépensé à la poubelle. Je pense que vous remboursez pas la prestation. Non, parce que ça c'est une prestation. Ça fait ton on travail, fait toi. le travail, voilà. Ouais. Hein, après une épreuve de culasse en moyenne, il faut compter à peu près 90 €. Hein. Hors taxe, les amis. Net hors taxe. Après, pour rectifier une culasse en partant sur une culasse, tout ce qui est le plus traditionnel en moteur 4 cylindres, on est à peu près à 81 € net hors taxe aussi. Ok. Hein, voilà. Un réalisage d'un bloc comme on a fait là sur un 3 cylindres, on est à peu près à 280 € net hors taxe. T'en as fait 4. 4 cylindres. C'est pas une quatre Yarigère. Hein. Moi, Yarigère, c'est. cylindres. Voilà. Ah, C'est qu'il est habitué à faire des petits. Je vois que là-bas, vous avez un paquet de moteurs, mais ça, c'est des moteurs neufs que vous vendez là. tout ça, c'est des moteurs neufs qu'on achète et qu'on revend. D'accord. Ah. Je vois la fiche Kubota, Après, donc c'est des moteurs de pelle ou c'est des des moteurs. moteurs Kubota, voilà, et c'est des moteurs qui sont tous en version industrielle. D'accord. Parce que les mêmes moteurs que ça, on peut les avoir, tout ce qui est monté en motoculture, mais c'est un autre réseau. Oui, ok, oui. On Oui, n'a parce que on n'a pas accès. Honda, Kubota ou quoi, Voilà. ils ont des gammes Parce que, marines. Kubota, ils ont leur service à eux, ce qui est tout à fait normal. Ça partage la part du gâteau pour tout le monde. Question, il n'y a pas longtemps, on a fait une vidéo sur des moteurs de jet ski. Est-ce que les moteurs de jet ski qui sont refroidis par l'eau de mer ou par l'eau de rivière, est-ce que c'est des choses que vous faites? Est-ce que Non, on Non. n'en fait pas beaucoup. Ça. D'accord, ouais. Parce que là, je pense que l'aluminium, ça vient, Ça doit être l'attaque. des cylindres onicasiles, je pense. De toute façon, il n'y a pas d'eau qui est censée passer dans le circuit Ouais, non, de toute moteur. façon, mais, après tout ce qui est marin, bon, nous, on en refait pas mal des moteurs marins, Ok. mais des fois, c'est des gros moteurs, mais c'est des moteurs comme si c'est... Ouais, inboard, ils sont sous Voilà. la coque et ils sont montés Et, avec un arbre de transmission. Quoi. après- Sur la partie boîte et transmission, vous faites quoi? on fait que du changement de roulement. Que du changement de mouvement. Après, c'est le client qui remonte. Hein. Nous, on D'accord. ne fait pas le remontage. D'ailleurs, mon bloc de polo, si je vous l'amène complet,
Ouais. Si je vous l'amène complet, est-ce que vous faites la préparation de A à Z, c'est-à-dire on vous livre les pièces forgées, les pièces d'amélioration, parce que vous mettez de la pièce d'origine souvent. Je dépose tout et je viens le chercher une semaine ou 15 jours ou 3 semaines après, c'est possible ça? Ah oui, c'est possible, oui. D'accord, Ça, ok. c'est tout à fait réalisable. C'est pour ça, comme on dit, on travaille vraiment à la demande du client et à la carte. Hein. Bon, ça va. Si, nous, ça nous est arrivé de remonter que le bas moteur. C'est-à-dire, on prend le bloc, on le remonte en biellé, bielle brequin, piston, bielle, et le client s'occupe de remonter le reste. Bon, ça va. Bah, nous, on va tout remonter pour c'est toujours une question de prix. Si le client est prêt à mettre un prix un peu plus élevé, effectivement, il récupère son moteur tout assemblé. Non, mais je pense que le remontage d'un bas moteur ou d'un haut moteur, c'est une tâche qui doit être donnée à un pro du moteur. Ah oui, la reconstruction, ah oui. parce qu'un mécano pur qui fait pas de moteur, quand je dis de moteur, c'est pas changer une pompe à huile, c'est pas changer des accessoires, c'est d'assembler un bloc. Tout remontage moteur, faut quand même s'y connaître. Sinon, on a souvent des échecs. Ça, c'est... Grippé. Bah non, mais nous, Moi, j'en ai cassé quelques-uns quand j'étais plus jeune. On en voit assez souvent, voilà. Faut que ce soit quand même... Déjà, dans un remontage moteur, c'est surtout le nettoyage qui est très important parce que sinon, ça ne marche pas longtemps. Et après, bien contrôler toutes les pièces et tout ce qui est serrage, que ce soit bien respecté, quoi. Bon, Voilà. super. Bah, écoute, Voilà. moi, je vais tout récupérer, je vais aller remonter ça à l'atelier et je t'appelle quand on a fini de la régler. D'accord, On passera te voir avec notre polo de 500 chevaux. Voilà, il n'y a pas de souci. Eh ben, super. Merci José. De rien. La culasse, qu'est-ce que je veux dire? On te la démonte, on te fait un petit rodage de soupape, on te change les jointures de soupape. Eh ben, tu peux tout faire. Hein. Ouais. José a fini d'usiner complètement le bloc, la culasse et tout. Il nous manquait une toute petite pièce pour le récupérer. On va le récupérer prochainement et on va monter le moteur complet dans la prochaine vidéo. En attendant, j'introduis un peu la vidéo de la semaine prochaine aussi. La semaine prochaine, on va parler d'outils, de tools. Le petit t-shirt qu'Autotuner vient de m'envoyer d'ailleurs. Pour le coup, je reçois des vêtements de tous les côtés. Les amis, likez, abonnez-vous, commentez. La majeure partie des gens qui regardent la vidéo ne s'abonnent pas. Ça nous aide, ça fait monter les statistiques. Augustin est content, il voit que les vidéos grandissent, la chaîne grandit, tout ça. Et à la semaine prochaine. Bye.